Hélène Ménet, moi je suis géographe à l'UMR Territoire. L'UMR Territoire, donc c'est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire de Clermont-Ferrand qui associe des collègues de l'université Clermont-Auvergne, d'INRAE, de VET AgroSup et d'AgroParisTech. Et nous travaillons de manière pluridisciplinaire sur globalement voilà, des questions de développement de trajectoire territoriale et de transition territoriale. Et très étroitement associée à cette présentation, Nathalie Marme, qui est une de nos étudiantes de master et qui, dans le cadre d'un stage réalisé à l'UMR Territoire, a travaillé, et je vais présenter quelques éléments, sur en particulier la question des mobilités étudiantes, des mobilités des étudiants de l'Université Clermont-Auvergne. Et j'en profite également pour signaler que sur le site d'Orbimob, il y a un certain nombre il y a une exposition virtuelle qui permet de compléter ce dont je vais vous parler par rapport au travail réalisé par Nathalie. Donc, une intervention qui est vraiment en lien avec un certain nombre de constats que l'on peut faire d'une part sur le fait qu'il y a assez peu de données disponibles à l'heure actuelle sur les mobilités des étudiants de l'Université Clermont-Auvergne et des différents sites, à la fois peu de travaux ou d'études scientifiques et relativement peu de choses aussi de la part des différents acteurs de la mobilité, on pourrait dire, du territoire. Si on élargit un petit peu les mobilités des étudiants, ce sont des choses qui ont donné lieu à des travaux, alors sur d'autres territoires, mais relativement peu sur les mobilités spatiales quotidiennes des étudiants, qui est ce qui nous intéresse ici, enfin ce que je vais vous présenter. On a pas mal de choses sur la mobilité internationale, sur la logique d'attractivité territoriale par les étudiants, donc en lien aussi avec le choix du lieu d'études, ou le fait de rester ou non sur le territoire d'études une fois que les étudiants entrent dans la vie active, mais cette entrée mobilité territoriale, spatiale du quotidien, c'est quelque chose d'assez peu étudié en fait. Alors ce qui peut sembler paradoxal puisqu'on a un groupe qui est certes hétérogène mais qui est révélateur d'enjeux multiples et notamment par rapport à cette tranche d'âge qui est celle des étudiants ici des différentes formations et des différents sites universitaires. Donc, l'idée qu'il y a un intérêt scientifique, mais aussi opérationnel, à mieux connaître ces mobilités et à mieux les accompagner, considérant que les étudiants sont des acteurs de la mobilité quotidienne des territoires. Alors, deux mots rapides pour présenter la méthodologie, puisque ce que je vais vous présenter un peu comme élément de base de discussion et qui complète ce qui va être présenté par les autres intervenants, c'est en quelque sorte une forme d'étude de cas, enfin des choses très concrètes basées sur un travail d'enquête donc qui a été mené auprès des étudiants inscrits à l'université Clermont-Auvergne donc en 2019-2020. Les enquêtes se sont déroulées en ligne essentiellement compte tenu du contexte et puis ça permettait aussi de cibler un panel plus important. Ce projet s'inscrit également donc en lien avec les animations Orbimob, mais il s'inscrit également dans le cadre d'un projet de recherche que nous menons au sein de l'UMR Territoire avec des collègues de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, avec Clermont-Auvergne Métropole et dans le cadre d'un programme national, le programme POPSU Métropole, donc POPSU pour plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. Et la thématique du programme, c'est la métropole et les autres. Donc, on est bien là, au cœur de quelque chose qui intéresse de fait également Orbimob par rapport à ses mobilités et à ses relations territoriales via les mobilités. Donc, une enquête en ligne qui a touché 35 960 étudiants inscrits à l'université et on a obtenu, vous le voyez sur le graphique,
euh, un peu plus de 4700 réponses, hein, ce qui est statistiquement intéressant. Alors bon, ça c'est l'ensemble des réponses, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a quelques questionnaires qui n'ont pas été remplis forcément totalement, mais on a en gros, vous voyez, plus de, autour de 12% de taux de réponse, ce qui est particulièrement important pour des enquêtes de ce type, pour des enquêtes en ligne. Ce qui, j'y reviendrai, peut aussi nous laisser penser que cette question intéresse particulièrement les étudiants, puisqu'ils ont bien répondu. Et on a un échantillon, là non plus je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers, un échantillon largement représentatif de la des étudiants de l'UCA, représentatif notamment ici sur les graphiques par rapport à la répartition géographique. Donc on a fort logiquement les sites clermontois ou les sites de l'agglomération, donc les sites de centre-ville, le campus des CESO, le CHU, Chamalières, qui sont les plus nombreux en termes d'effectifs, et puis les sites des antennes des villes moyennes, Aurillac, Montluçon, Le Puy, Vichy-Moulins, donc donc tout a été, tous ces sites ont été ciblés. Donc bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ce que je vais vous présenter, et je le dis maintenant, mais si certains d'entre vous sont intéressés par des résultats complets et complémentaires, il y aura bien évidemment moyen de vous les faire parvenir. Dernier mot sur la méthodologie. En termes de taux de réponse, ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, c'est que, vous le voyez sur le petit tableau du haut, les sites universitaires, donc notamment Vichy, Moulins, puis Le Puy et Aurillac, ont plus répondu proportionnellement que les étudiants Clermontois ou Montluçon. Bon, on a eu aussi des relais importants, et ça c'est un élément fondamental quand on mène ce type d'enquête. Bonne réponse aussi, vous voyez, globalement on est autour de 9-10% en moyenne de taux de réponse quand on regarde des grands domaines d'études. Donc c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais quand même, on a été assez contents de la représentativité de cet échantillon pour ce qui est pour nous une première enquête, et qui pourrait avoir vocation à être complétée par la suite. Alors, quelques résultats exploratoires donc, que je vous présente aujourd'hui et sur lesquels on pourra discuter. Résultats autour des enjeux territoriaux de cette mobilité du quotidien des étudiants. Des enjeux aussi en termes de déplacement, en termes d'offres et en termes d'usage. Et puis, globalement, quelques éléments de piste pour l'accompagnement de ces mobilités étudiantes vers plus de durabilité. Alors, le premier point portant sur les enjeux territoriaux, avec des enjeux territoriaux multiscalaires, un premier document, une première carte qui nous présente donc à la fois les effectifs des étudiants enquêtés, donc fort logiquement, comme je l'évoquais, ce sont les sites qu'on a séparés un petit peu pour que ce soit plus lisible, les sites de la métropole clermontoise où on a le plus d'étudiants. Mais ce qui est intéressant, donc, si on regarde sur les graphiques, les camemberts, donc en rouge foncé, marron, ce sont les étudiants qui résident sur le lieu dans la commune, de leur lieu d'études, et en rose, ceux qui résident dans l'agglomération de leur lieu d'études. Et donc, on voit très, très bien la logique, on va dire, de proximité qui est très notable. Alors, la proximité, elle peut être relative. Quand on est à l'échelle de l'agglomération clermontoise, voilà, on peut avoir, on va y revenir, des mobilités ou des temps de trajet qui peuvent être relativement importants, mais on voit bien cette logique de proximité où les trois quarts jusqu'à quasiment 90% en fonction des sites, des étudiants qui résident vraiment sur la commune ou dans l'agglomération. Donc, cette question de la proximité, elle est importante.
Elle se traduit aussi, alors là, un petit zoom sur Clermont, donc j'ai laissé exprès cette logique des cartes en hérisson, alors qu'il peut donner l'impression que voilà, il y a des déplacements de partout. Là, ce sont les flux des déplacements domicile-travail, mais zoomé sur Clermont, qui montre bien justement qu'entre les principaux sites du centre-ville de Clermont qui sont agglomérés ici, et puis des communes proches, le campus des Cézaux à Aubière, Chamalières, etc. C'est là que se passe vraiment l'essentiel des nœuds et des connexions de ces mobilités quotidiennes au sens mobilité, domicile, lieu d'études. Si à l'inverse on dézoome, on voit très bien ici la polarisation par les sites universitaires et les logiques de ce qu'on peut appeler des bassins d'études ou les bassins d'étudiants. Bassin qui est large pour le cas des sites universitaires clermontois, qui est de fait géographiquement un peu moindre, mais quand même significatif pour les sites des villes moyennes. Et donc, on voit très bien cette logique de polarisation territoriale générée par les dynamiques de ces mobilités d'étudiantes. Et donc, ce qui permet de souligner, et on va présenter quelques éléments, à la fois des enjeux en termes d'offres de logement, d'offres territoriales sur ces territoires des sites universitaires, et puis des enjeux aussi en termes d'offres de transport et de mobilité pour ces déplacements. Alors, je le disais, l'enjeu en termes de logement, on a interrogé dans le cadre de cette enquête les étudiants sur un certain nombre de questions importantes sur le logement, et ce qu'on peut dire, je ne l'ai pas noté en titre, mais j'aurais pu, c'est que finalement, les étudiants sont très largement indépendants spatialement. Ils ont largement décohabité du domicile parental, soit en étant en logement individuel, en logement crous, en résidence universitaire, en colocation. On a là, avec ces trois types de logements, les trois quarts des types de logements des étudiants. Alors, bien évidemment, on peut avoir des différences site par site, ville par ville, mais c'est un élément important aussi à prendre en compte tenu de cette relation de proximité entre le lieu de résidence pendant les études et le lieu d'études, qui rejoint la question du coût de l'offre, de disponibilité, des types de logements adaptés aux étudiants en termes d'accessibilité financière aussi, les coûts que ça peut représenter. Sachant que pour le cas clermontois et a fortiori pour les villes moyennes, on est, si on regarde par rapport aux enquêtes nationales, sur des coûts de logement universitaire relativement, proportionnellement moins élevés que dans certaines autres villes ou certaines autres grandes villes en particulier. Donc là, c'est un élément important. Et donc, cette question de l'indépendance, entre guillemets, ou de la décohabitation, qui est très, très nette, elle explique aussi vous voyez, le retour, la fréquence du retour au domicile parental qui est finalement assez contrastée compte tenu de ces relations, avec 35% des étudiants qui retournent toutes les semaines, ou du coup au moins une fois par semaine chez les parents. Ça, ce sont les étudiants qui n'habitent plus chez leurs parents, mais vous voyez, sinon on est sur des une ou deux fois par mois pendant les vacances universitaires, voire plus rarement, notamment pour ceux dont les parents habitent plus loin. Donc cette question du logement, elle est indissociable de la question des mobilités et de l'offre donnée aux étudiants. Donc, des enjeux également en termes de déplacement. Alors, un petit graphique ici qui, pour ceux qui auront la curiosité ou l'intérêt d'aller voir les panneaux de l'exposition réalisés avec Nathalie Marme, est décliné en fonction des différents modes de transport. Mais ici, de manière globale, ce qui est intéressant à noter, c'est que, vous voyez, c'est la marche à pied qui est le moyen de déplacement le plus présent pour se rendre donc du lieu de résidence au lieu d'études.
Et si on regarde ce qu'on fait rentrer classiquement dans les mobilités, on va dire, durables, donc marche à pied, transport en commun, vélo, on est à presque 75% des modes de transport ou de déplacement utilisés par les étudiants. Donc, on a finalement des étudiants qui ont des mobilités déjà largement durables, on pourrait dire. Et on a, vous voyez, même si on agglomère véhicules individuels, covoiturage en tant que chauffeur ou passager, on a à peu près 25% hein, de ce mode de transport. Donc, ça a été quelque chose d'intéressant, mais on va voir qu'en tant que tel, ça ne suffit pas par rapport à une logique de transition territoriale hein, vers des mobilités plus durables, puisque derrière ces chiffres se cachent finalement des réalités assez hétérogènes et puis des motivations également qui sont très variables. Donc, si là aussi, par rapport à ces profils, ce qui ressort très largement, alors ce qui n'est pas forcément spécifique aux étudiants, mais compte tenu de leur mode de transport, c'est assez net, c'est la forte multimodalité. C'est-à-dire, vous voyez qu'on a à peu près la moitié des étudiants qui utilisent un moyen de transport principal, la voiture, le tram, le vélo, etc. Et puis, à l'inverse, certains, enfin, un nombre significatif, hein, vous voyez, presque, bon, j'arrondis à chaque fois, hein, mais on va dire un peu moins d'un quart qui utilisent 3, voire 4, voire 5 ou plus moyens de transport successifs pour un seul trajet lieu d'études. D'accord? Sachant que dans la catégorie 1, moyen de transport principal, souvent a pu être oublié, entre guillemets, le fait que pour se rendre à l'arrêt du tram, on y va à pied, voilà, mais c'est le tramway, par exemple, hein, ou le bus qui est le moyen principal pour se rendre sur le lieu d'études. Donc, tout cela peut être variable en fonction des sites, en fonction de l'offre de transport, notamment de transport en commun. Alors, quelques exemples, je ne sais pas si j'ai un peu réduit pour pouvoir mettre les cartes. Donc là, quelques cartes complémentaires faites à partir d'entretiens qualitatif de discussion auprès d'un petit panel hein, d'étudiants qui avaient répondu à l'enquête en ligne et qui ont accepté d'être recontactés pour que les choses soient un petit peu précisées, pour aller plus loin avec eux. Donc, ce que j'ai qualifié ici de profil de proximité, c'est-à-dire ces fameux étudiants hein, très nombreux qui résident sur la commune ou sur le territoire de leur lieu d'études. Donc, un exemple à Clermont, en haut à gauche, hein, de quelqu'un voilà, qui habite vers le quartier Galaxie pour les Clermontois et puis qui fait ses études à Gergovia et qui donc associe bus plus tram comme moyen de transport principaux. Et puis un autre exemple, voilà, cette fois-ci sur le site d'Aurillac, donc de quelqu'un qui, bien que n'habitant pas très très loin, on pourrait dire, en termes de distance, prend sa voiture pour se rendre sur son site universitaire parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique. On y reviendra en termes d'horaire ou de contraintes ou de ce qui peut être perçu comme des contraintes de mobilité. À l'inverse, un exemple voilà, d'un profil périurbain et multimodal, donc d'une étudiante hein, qui prend sa voiture pour se rendre à la gare d'Aix-Pers, qui prend le train jusqu'à la gare de Clermont et qui ensuite prend le bus et marche pour se rendre jusqu'à son lieu d'études. Donc, voilà, des profils très variés au-delà de ces grands ensembles. Alors, vu la taille de l'échantillon, hein, c'est assez normal, mais vraiment, ce qui ressort bien de ce travail d'enquête, c'est le côté que j'ai évoqué, c'est-à-dire le côté proximité, qui permet finalement de mobiliser une diversité de moyens de transport, dont la marche à pied, qui, je le rappelle, hein, est quand même
le moyen de déplacement le plus utilisé. Et puis, d'autres étudiants qui, à l'inverse, ont des parcours et du coup des temps de trajet qui peuvent être relativement longs et relativement contraints. Donc, pour l'exemple de ce profil périurbain et multimodal, on a un temps de trajet qui est de plus d'1 heure, domicile-travail, 1 heure le matin, 1 heure en fin de journée ou à la fin des cours. La moyenne, je ne sais pas si ça représente quelque chose de significatif, mais la moyenne pour l'ensemble de notre échantillon, là, des plus de 4000 étudiants, est d'une vingtaine de minutes de temps de déplacement entre le lieu de vie, pardon, le domicile, et le lieu de travail. Alors, ce qui nous intéressait aussi dans ce travail, c'était l'approche par les suites à donner. Comment est-ce qu'on pouvait, à partir des constats, soit sensibiliser les étudiants à des mobilités différentes, à des alternatives éventuelles, donner des pistes aussi aux acteurs de la mobilité ou à l'université déjà, comme acteurs importants des territoires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la question des motivations pour l'utilisation de différents modes de transport. Donc là, j'en ai sorti 3 qui sont intéressantes dans la diversité que ça nous permet de voir. Les utilisateurs des transports en commun, les utilisateurs de véhicules et individuels, les utilisateurs du vélo. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Puisque vous voyez que effectivement, en fonction des motivations, ce qui est assez logique, varie en fonction des modes qui sont utilisés, mais que du coup, mieux connaître ses motivations, ce sont aussi des éléments importants pour jouer un petit peu sur des alternatives, des modifications de pratiques qui pourraient être envisagées. Alors, c'est notamment la question les questions qui reviennent, soit comme aspect positif, soit comme aspect négatif. Ce sont des questions de rapidité. Alors, rapidité, c'est le temps de déplacement entre le logement et le lieu d'étude. Les questions de coût économique, et puis des questions d'autonomie aussi qui ressortent. Donc, sachant qu'à chaque fois, dans l'enquête, il y avait des éléments complémentaires qui étaient apportés. Là, on est sur une agrégation des résultats. Et une chose intéressante qui ressort un petit peu ici, c'est par rapport au transport en commun, le fait, vous le voyez, je l'ai mis en rouge, qu'on est sur l'idée, pour un pourcentage significatif d'étudiants, qu'il n'y a pas d'autre alternative. D'accord? Et donc, ce qui est ressorti aussi de manière intéressante dans cette enquête, c'est que même pour les utilisateurs des transports en commun, on n'avait pas forcément ni une image très positive, ni le souhait les éléments de contrainte et ressortent assez par rapport à ces questions, à ces usagers de transport en commun, notamment des questions d'horaire, des questions d'affluence forte à certains moments de la journée. Et puis, vous le voyez, je ne rentre pas dans les détails, on pourra y revenir, s'arrêter plus largement s'il y a des questions. On avait exprès mis en avant la question de la préoccupation environnementale, et c'est quelque chose qui apparaît pour justifier la motivation de certains usages, notamment parmi ceux qui utilisent alors la marche, je ne l'ai pas mis ici, mais le vélo en particulier. On a parmi les utilisateurs de vélo, on va dire, un certain nombre de profils d'étudiants assez impliqués, voire un peu militants, sur ces enjeux de mobilité, de consommation de gaz à effet de serre, d'enjeux environnementaux, qu'on retrouve bien chez les utilisateurs du vélo plus que chez d'autres, en fait. Voilà, et donc on a
un document ici pour illustrer quelques pistes et quelques enjeux d'accompagnement. Alors, des questions sur les suites à donner, les perspectives, les projets et notamment les moyens vers lesquels les étudiants envisagent ou envisageraient de se tourner si les conditions étaient remplies. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en termes d'action, il y a vraiment des choses à creuser, nous semble-t-il, c'est que, vous le voyez, 23% des étudiants, donc parmi ceux qui n'utilisent pas la voiture, hein, qui sont majoritaires, envisagent, s'ils le pouvaient, de se tourner vers la voiture, qui est vue comme un moyen, alors certes un peu plus coûteux, mais aussi plus rapide, pour lequel on est plus autonome. Donc voilà, même si le coût environnemental est, on va dire, bien connu, hein, dans les réponses, dans les citations, entre guillemets, hein, données notamment dans les entretiens qualitatifs complémentaires, c'est quelque chose qui apparaît. Et donc, voiture, covoiturage. Alors, covoiturage, il y en a certains, ce sont des étudiants qui utilisent la voiture en étant tout seuls, mais c'est aussi d'autres hein, qui utilisent d'autres moyens de transport, on va dire, plus durables, entre guillemets. Donc, vous voyez, la répartition, là, c'est vraiment quelque chose qui nous semble intéressant dans ces logiques, on va dire, de pouvoir travailler sur, à la fois avec les acteurs ou les opérateurs de certains de ces systèmes, comment, par exemple, accompagner le développement du vélo pour les 23% d'étudiants qui disent, voilà, moi, j'aimerais bien me tourner ou utiliser le vélo pour me rendre sur mon lieu d'études, et donc avec des questions liées à la question du stationnement. Enfin, voilà, ce ne sont pas forcément des choses qui paraîtraient ni très compliquées, ni très onéreuses à mettre en place, mais aussi dans ces logiques d'accompagnement avec un certain nombre d'étudiants, vraiment, on va dire, qui, au moins dans leur déclaration, hein, on n'a pas encore fait de passage à l'acte en termes de changement de pratique ou de test, mais on a là vraiment des choses intéressantes hein, qui se dessinent par rapport à ces ambitions ou à ces volontés de passer à d'autres moyens. Donc, globalement, en termes de perspective hein, et de pistes de conclusion, donc comme je l'ai dit, on n'a pas de travaux antérieurs, en tout cas à cette échelle, qui nous permettraient de voir comment si les choses ont évolué et dans quel sens. Donc, véritablement, cette enquête, elle est pour nous un élément qui va permettre justement d'avoir des pistes de comparaison pour les années qui viennent, et donc un travail qui a besoin d'être approfondi, d'être complété par de nouvelles données et puis aussi des analyses qualitatives complémentaires. Le fait que globalement les étudiants se sentent concernés, enfin se disent concernés par la thématique de leur mobilité du quotidien et par les différents enjeux. Donc il y a véritablement là quelque chose et des pistes qui peuvent être faites soit par l'université en tant qu'acteur, soit également je l'ai dit, par des opérateurs de la mobilité ou des acteurs des territoires également pour réfléchir et associer pleinement les étudiants à des offres complémentaires, à des changements d'usage ou à conforter les choses qui sont déjà intéressantes hein, et qui existent. Et donc, pour finaliser, voilà, un enjeu, nous semble-t-il, à regrouper acteurs et opérateurs à l'échelle territoriale, alors soit de la métropole clermontoise hein, pour les sites clermontois, mais aussi des agglomérations des villes moyennes universitaires, dans ce lien université, acteurs territoriaux, des communes, mais des agglos, des métropoles, et puis bien évidemment
associer pleinement les étudiants qui, de par le fait même de leur très bonne participation à l'enquête et des très bons retours qu'on a eu pour les propositions d'approfondissement qualitatif, nous semblent véritablement très intéressés et pour des choses à poursuivre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On a une question de Frédéric. Oui, je voulais d'abord remercier Hélène, sa conférence m'a passionnée. C'est vrai que nos enquêtes avaient beaucoup porté sur le personnel de l'université à l'occasion de la mise en place de notre plan de mobilité, mais beaucoup moins finement que ce qui a été fait par Hélène et sa stagiaire. Donc bravo Hélène, ça me plaît beaucoup et il y a certainement des choses qu'on pourra creuser ensemble dans l'avenir. Ma question portait sur tu parles d'hétérogénéité des étudiants. J'aurais voulu savoir si vous aviez fait un suivi entre l'entrée à l'université, entre la L1, le master, enfin la L3, M1, M2, doctorat, etc., pour voir s'il y avait des modifications de comportement sous ces étudiants. Là, un étudiant peut rester donc jusqu'à 8 ans, 9 ans à l'université. Et je voulais savoir s'il y avait, vous aviez noté des différences en fonction de la durée des études. Est-ce qu'il y a une évolution? Peut-être Hélène, juste avant que tu répondes, pardon, je vous propose qu'à chaque fois, les personnes qui interviennent se présentent parce que, bon, on te connaît Frédéric, mais que certains participants ne te connaissent pas. Voilà. Si à chaque fois, ceux qui posent des questions peuvent se présenter. Oui, excusez-moi, c'est vrai, tu as raison Nicolas, je pense que c'est bien plus poli en tous les cas. Donc, je suis Frédéric Bonnemoy, je suis vice-présidente de l'université de l'UCA, aux responsabilités sociétales, environnementales et aux conditions de travail. Et c'est au titre des responsabilités sociétales et environnementales que j'ai été missionnée pour la mise en place du plan de mobilité de notre université, qui concerne surtout le personnel, mais qui avait aussi inclus en partie les étudiants dans un certain nombre de fiches actions que nous avons mis en place. Voilà. Alors effectivement, ça c'est une des questions importantes puisque comme tu le dis, certains étudiants restent plusieurs années sur leur lieu d'études. Alors ça fait partie, alors je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre formellement à la question là maintenant tout de suite parce que ça fait partie des éléments qu'on n'a pas fini encore de traiter et de croiser, mais on a effectivement moyen de le savoir en croisant les questions sur le niveau d'études et la durée de vie dans la commune, enfin sur le lieu d'études, puisque ça fait partie du questionnaire. Et puis, mais là, ça ne nous donnera pas forcément la logique d'évolution, mais on pourra voir si, par exemple, des étudiants en première année ou qui viennent d'arriver sur un site ont des pratiques de mobilité différentes que d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Et puis, ça fait typiquement partie des questions qui sont présentes dans les entretiens qualitatifs complémentaires. Donc voilà, parce que ça c'est une des questions intéressantes et notamment dans la bibliographie et dans l'état de l'art, des quelques travaux, j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui existent sur d'autres lieux ou d'autres sites. C'est un élément qui peut être important, effectivement. Donc voilà, mais j'ai pas voilà, je ne peux pas annoncer ce soir que les étudiants en doctorat se déplacent différemment que c'est pas forcément lié au niveau d'études d'ailleurs, c'est vraiment surtout lié à la durée de vie dans le lieu d'études. Voilà. Ouais. Parce qu'un étudiant en thèse qui arrive juste à Clermont, par exemple, voilà, il arrive à Clermont comme un étudiant de première année, même si le contexte familial, social, l'âge peut varier, mais effectivement. Mais il peut être plus riche. Tout à fait. Plus riche en vieillissant. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'ils adoptent des stratégies différentes en fonction
voilà, si ça fait longtemps qu'ils sont là ou pas longtemps, ils mettent des stratégies. Des fois, ils s'éloignent aussi de leur lieu d'études Mhm. parce qu'ils cohabitent avec une copine ou un copain et du coup, ils prennent une petite maison à la campagne. Enfin, Voilà, tout à fait. Il y a plein de… à travailler là-dessus, Mm. effectivement. Ouais, ouais. Il y a des choses il y a une très grande diversité de facteurs en fait qui entrent en compte, mais qui sont très intéressantes à affiner quoi, et à creuser. Merci. Il y a une question de Frédéric Faucon et alors Frédéric Bonnemois. Est-ce que tu peux cliquer en bas à droite des participants et à baisser la main? Merci. À Frédéric Faucon. Oui, alors c'était une remarque par rapport à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, par rapport à ce que Frédéric Bonnemois a dit, quand il y a eu les enquêtes dans le cadre des plans de déplacement, il y a eu plusieurs enquêtes auprès des étudiants, une en 2010, une en 2014 et une en 2018, mais qui ne seraient pas directement comparables avec le travail fait par Nathalie Marme, parce que on n'avait pas tout à fait la même méthodologie, c'était une méthodologie en présentiel, c'était un échantillon d'étudiants, mais enfin ça peut donner quelques indications. Et les deux premières enquêtes étaient dans le périmètre Université Blaise Pascal et pas dans le périmètre UCA, hein, donc évidemment c'est pas forcément la même configuration, mais on note un certain nombre d'évolutions et j'ai envie de vous en mentionner une, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les étudiants étaient très motorisés et avaient le permis de conduire. Aujourd'hui, on note qu'une partie des étudiants n'est plus motorisée, notamment les étudiants urbains, et n'ont pas de permis de conduire parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de le passer. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, et qui veut dire que, et ce que a montré Hélène le confirme, les déplacements se font en milieu urbain et interurbain, mais on sort peu de la ville quand on est étudiant. Et ça, c'est intéressant pour une majorité, ça ne veut pas dire tous les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a aussi un phénomène qu'on observe, c'est le basculement au moment où l'étudiant a son premier salaire, soit via des stages d'été, soit… et donc où là, il y a l'achat d'un véhicule pour certains, hein, et où on se met à avoir un déplacement beaucoup plus motorisé qu'on ne l'avait dans sa vie d'étudiant. Enfin, c'était deux petites remarques. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat ou personne qui lève la main virtuellement. Patrick? Je veux bien poser une question, puisque cette méthodologie est quand même très intéressante. Est-ce qu'il serait facile de l'appliquer à d'autres populations de nos villes auvergnates, voire à des populations rurales? Est-ce que finalement l'expérience que vous avez acquise nous permettrait de mettre très vite sur pied des tests et donc d'acquérir une cartographie extrêmement intéressante des usages actuels des populations et en même temps de leurs aspirations, puisque moi j'étais très sensible à votre camembert, là, des aspirations possibles, hein, de la population des étudiants. Alors, il y a pas mal de choses, je pense, en tout cas dans les approches méthodologiques qui existent ou qui se font. Je pense notamment toutes les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes ménage-déplacement, enfin les enquêtes maintenant sur la dimension coût résidentiel, c'est-à-dire qui intègrent de plus en plus à la question des mobilités quotidiennes, la question du coût du logement, puisque le choix du lieu de localisation comme l'a dit Frédéric Bonnemois, hein, ou même Frédéric Faucon d'ailleurs, voilà, le fait du lieu et du type de logement, du lieu de résidence et du type de logement, forcément influence les formes de mobilité et joue aussi sur le coût que ça représente pour les ménages. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal, on s'en est inspiré d'ailleurs aussi hein, dans cette enquête, c'est-à-dire intégrer vraiment de plus en plus les coûts de déplacement en tant que tels et les coûts liés au logement. Ça peut être voilà, l'emprunt, le loyer, le chauffage, enfin voilà, comme des coûts voilà, liés à
au mode de vie, au lieu de vie. Et là, voilà, par exemple, sur la place clermontoise, le SMTC, hein, le syndicat mixte des transports en commun, s'intéresse de près à ces questions, au niveau de l'agence d'urbanisme aussi, hein, sur des… Voilà, donc il y a des choses vraiment qui se font sur ces thématiques-là. Et voilà, depuis quelques années, c'est vraiment d'associer les deux, d'associer logement et déplacement dans la prise en compte et ramener aussi à l'échelle des ménages, c'est-à-dire voir ce que ça représente. Là, on était, par les étudiants, on est principalement, même s'il y a des étudiants en couple, des étudiants qui vivent chez leurs parents, enfin voilà, où le ménage n'est pas forcément uniquement la cellule de l'étudiant, mais on a aussi, nous, c'était vraiment l'entrée par l'étudiant, hein, même s'il est dans un ménage plus large. Mais voilà, ça c'est des choses qui existent et qui se font, hein, dans ce type d'enquête. Donc, D'accord. ouais, il y a moyen d'avoir des Merci. données complémentaires.